Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette nouvelle guidance de la semaine, toujours tirée des cartes psy de Catherine Lapsy et de Psy Image. Je vous laisse le choix entre deux cartes. À vous de choisir si votre thérapie sera orange ou blanche. Et je vous dis à tout de suite, groupe 1. Bonjour groupe 1, donc vous avez le fantasme. Alors, le fantasme, c'est pas un concept qui est relatif qu'à la sexualité. Il parle de toutes nos pulsions, quelles qu'elles soient, de notre imaginaire en quelque sorte, mais aussi de celui qu'on ne maîtrise pas. Et en psychanalyse, le fantasme, il sert avant tout à aménager la réalité, à laisser son imagination s'exprimer. Et ça a pour but de répondre à une réalité qui est parfois décevante, frustrante ou inhibante. C'est une manière de réaliser nos désirs qui sont refoulés. Et c'est la mise en scène d'une satisfaction impossible dans la réalité. On en ressent émotionnellement les effets, même si ce n'est pas réel. Le fantasme a ainsi une fonction de soupape. Et ça se manifeste sous forme de succession d'images, comme un rêve éveillé en fait. Alors les psys, ils reçoivent régulièrement en consultation des personnes qui craignent ou qui jugent leurs propres fantasmes, parce que ça peut être des fantasmes agressifs, masochistes, sadiques, ça peut être aussi cuculapraline ou tout ce qu'on voudra. Tout se passe comme si les normes sociales nous disaient que si on pense telle ou telle chose ou de telle façon, eh ben c'est pas bien. Et également comme si on n'était pas capable de faire la différence entre le fantasme et la réalité. Or cette capacité, elle s'acquiert pendant l'enfance. Le tout petit qu'on a été n'a pas encore un cerveau qui lui permet de mettre de la distance entre les désirs et le passage à l'acte. On appelle ça la pensée magique. Et c'est-à-dire en fait qu'on imagine que ce qu'on pense se réalise nécessairement. Et c'est à partir d'environ 7 ans que notre cerveau a compris suffisamment de capacités, enfin il a acquis des capacités pour créer un sas entre le fantasme et sa réalisation. Donc on peut imaginer tout ce qu'on veut, oui absolument tout, et décider de ne pas le réaliser. Alors soit parce que dans la réalité, ça ne nous fait pas envie. Imaginez-vous, vous êtes parents, vous pensez un jour que vous voulez mettre vos enfants dehors tellement ils sont insupportables. Bon, évidemment, vous ne le faites pas. Il peut également s'agir d'un fantasme sexuel qui ne vous fait pas envie dans la vraie vie et qui crée en néanmoins de l'excitation quand vous l'imaginez. Ou alors, ça peut être aussi la loi de l'interdit, la loi qui l'interdit et qui attente à la liberté ou à l'intégrité des autres. Donc les fantasmes, ce n'est pas prédictif de nos actes et ils ne sont pas non plus le signe que nous allons mal. Vous pouvez fantasmer sur une autre personne que votre conjoint ou votre conjointe par exemple, sans que ça signifie pour vous que vous n'aimez plus votre conjoint ou votre conjointe. Vous pouvez fantasmer sur une autre vie ou un autre travail, sans pour autant que ça veut dire que vous voulez que vous êtes mal dans votre vie, que vous n'êtes pas heureux. Donc, groupe 1, quels sont vos fantasmes? Pouvez-vous explorer et apprivoiser vos fantasmes en toute sécurité? Et si tout était possible et que vous aviez une baguette magique, que feriez-vous que vous ne faites pas? Est-ce que vous le feriez sans culpabilité? À quelle personne seriez-vous lié par exemple? Et quelle vie auriez-vous? Voilà groupe 1, c'est très intéressant ce fantasme. Donc je vous souhaite une bonne semaine de fantasmagorique et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour groupe 2, donc vous avez l'intelligence. Alors l'intelligence c'est une notion un peu controversée parce qu'elle est définie comme un ensemble de processus qui permettent de s'adapter à des situations nouvelles et à comprendre le monde. Mais qu'est-ce qu'on met dedans en fait? Est-ce qu'il s'agit simplement de compétences qui sont mesurées dans les tests de QI, par exemple, quotient intellectuel, et qui regroupent des capacités langagières, logico-mathématiques, de mémoire, de vitesse, de traitement de l'information, de culture générale, visio-spatiale, etc. Ou est-ce qu'il s'agit de l'ensemble des intelligences multiples de Gardner, qui prennent en compte aussi des compétences telles que la créativité, les relations aux autres ou à soi? Ce qu'on entend par là, c'est pas toujours très clair en fait. Et ça favorise peut-être le fait que nombre de personnes qui passent la porte des cabinets de psy, ils pensent qu'ils sont pas très intelligents.
Et pourtant, elles le sont souvent aux yeux de leur psy parce que justement, elles ont montré beaucoup d'inventivité et de stratégie d'adaptation dans leur histoire pour se sortir de situations difficiles et douloureuses. Or, c'est quand même ça une définition de l'intelligence, hein. Donc, croire en manquer, ça vient souvent de croyances qui sont issues de notre histoire, quand on nous a jugés, comparés, ou pas valorisés, ou que le système scolaire s'est trouvé au centre de l'attention de nos parents, alors que nous ne fonctionnions pas comme il faut pour ce système-là. Alors aujourd'hui, on vous propose de vous réapproprier votre intelligence. Donc groupe 2, pour vous, qu'est-ce que ça signifie être intelligent? Si vous ne pensez pas être intelligent ou pas assez intelligent, sur quels arguments cela se base-t-il? Et pensez-vous que ces arguments soient objectifs? Quelles sont les capacités de vos amis que vous trouvez intelligents ou intelligentes? Quand avez-vous, vous aussi, fait preuve de ces types d'intelligence? Quelle est votre principale qualité pour vous aider dans les situations que vous n'aviez encore jamais rencontrées? Quelle est votre créativité, votre mémoire, votre sensibilité émotionnelle, sensorielle, votre logique, votre débrouillardise? Ou est-ce que c'est encore autre chose? Voilà groupe 2. Bon bah écoutez, tout un programme. Je vous souhaite une bonne réflexion sur votre intelligence, sur vos pensées émotionnelles, sur vos capacités. Et je vous dis à la semaine prochaine.